se retrouve pour cette seconde et dernière partie sur le colonialisme vert. Dans la première partie, nous avons vu comment la naissance de l'écologie mainstream est liée à l'histoire de la colonisation européenne des autres peuples et comment les politiques de protection de la nature gardent encore aujourd'hui une vision coloniale. Dans cette seconde partie, nous allons aborder les résistances à cette vision mainstream de la protection de l'environnement et les solutions alternatives à travers les concepts de justice environnementale, justice climatique et écologie décoloniale. Le mouvement de l'Environmental Justice est né en lien avec le mouvement afro-américain des droits civiques, suite à la première affaire de stockage de déchets à Houston dont je vous ai parlé dans la première partie, mais aussi à d'autres du même type dans les années 80. Ce mouvement part du constat que les effets inhérents à la dégradation de l'environnement, le changement climatique, la rareté et la biodiversité sont inégalement répartis et pèsent plus lourd sur les groupes défavorisés, autant au niveau local qu'international, c'est-à-dire sur les pauvres, les autochtones, les racisés, les femmes, les personnes handicapées, etc. Dès le début, et aujourd'hui encore, le terme justice environnementale englobe différents aspects comme le droit, l'activisme environnemental, la réglementation et la protection environnementale, mais aussi le mouvement militant qui vise à dénoncer et demander des réparations pour toute destruction de l'écosystème, ainsi que les initiatives qui visent à reconnaître les droits de la nature et le devoir de protection de l'environnement. Plus proche de nous, il y a eu le scandale du chlordécone aux Antilles françaises. C'est l'un des plus gros scandales sanitaires de ces dernières décennies. C'est l'affaire chlordécone. Le chlordécone, c'est un insecticide dangereux à base de chlore. Il a été abondamment utilisé pendant plus de 20 ans dans les Antilles françaises et notamment en Guadeloupe et en Martinique dans les cultures de bananes. Ce pesticide qui a été interdit en France en 1990 a continué à être autorisé aux Antilles jusqu'en 1993, alors même qu'on connaissait les possibles effets dangereux de ce produit depuis 1975. Des études ont montré que le chlordécone peut causer des effets néfastes sur le système reproductif et le système nerveux. Il a également été lié à un risque de cancer de la prostate et peut affecter le développement des fœtus et des nourrissons. Aujourd'hui encore, on trouve des traces dans les sols, les rivières et la mer qui sont empoisonnées pour des siècles. Résultat, plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique est contaminée par le chlordécone. Et la Martinique détient le triste record des cas de cancer de la prostate. Plusieurs plaintes pour empoisonnement ont été déposées contre l'État dès 2006. Il a fallu attendre l'été 2022 pour que la responsabilité de l'État soit reconnue pour la toute première fois. Mais ce 2 janvier, 2 juges ont ordonné un non-lieu malgré les preuves évidentes de scandale sanitaire. Depuis 2023 et ce non-lieu, heureusement, il y a eu une avancée. Mais d'abord, donc, le chlordécone, c'est un scandale qui a révélé un racisme environnemental systémique en France et pour lequel il y a eu très peu de personnes blanches qui se sont mobilisées avec les Antillais contre ce pesticide qui a eu des conséquences sanitaires et écologiques gravissimes. Et il y a encore aujourd'hui des conséquences gravissimes après plus de 25 ans d'interdiction. On estime que 93% des Antillais de Guadeloupe et de Martinique sont empoisonnés au chlordécone. Mais on estime aussi que les terres agricoles resteront encore polluées pendant plusieurs siècles, tout comme les cours d'eau et les océans à proximité des lieux d'épandage. Les militants anti-chlordécone réclament justice et réparation de la part des pollueurs et de l'État français. Au mois de mars cette année, l'État a été condamné à indemniser des victimes pour préjudice moral d'anxiété, ce qui est une avancée, mais ce qui est toujours largement dérisoire au regard du préjudice subi par les victimes, puisque seule une dizaine de victimes vont être indemnisées par l'État sur les 1300 qui avaient saisi la Cour administrative de Paris. Et ces victimes recevront seulement entre 5 000 et 10 000 euros selon qu'elles présentent un fort risque de cancer de la prostate ou une crainte de récidive de la maladie. Donc c'est vraiment très dérisoire. Il y a aussi le cas des gens du voyage, un autre exemple moins médiatisé et peu reconnu, qui montre aussi comment le racisme environnemental est une réalité en Europe. Une étude cartographique française du juriste William Hacker a révélé les expositions des gens du voyage aux pollutions et nuisances environnementales. Il a montré que les aires d'accueil sont, pour la majorité, placées dans des zones soumises à des nuisances environnementales. Sur les 1358 aires recensées dans son étude, 51%, donc la moitié d'entre elles, sont polluées de façon visible. Ceci explique en partie qu'en France, les gens du voyage ont une espérance de vie de 15 ans inférieure à la moyenne nationale.
Les militants dénoncent ces conditions de vie indignes et le manque de politiques publiques fortes pour proposer des lieux d'accueil qui sont sûrs. Et il y a le mouvement de la justice climatique, qui est une forme de justice environnementale avec un objectif spécifique. La justice climatique aborde le fait que les changements climatiques n'affectent pas toutes les communautés de la même manière et demande réparation pour les dommages causés par la crise climatique sur les groupes les plus touchés. Les pays et les populations à faible revenu, les communautés racisées, les femmes et les personnes handicapées souffrent davantage des catastrophes climatiques telles que les inondations, les feux de forêt, les sécheresses, la hausse des températures et la montée des eaux. Un exemple de l'expression de la justice climatique, c'est le cas de Saúl Luciano Luia, un agriculteur péruvien qui a intenté un procès contre RWE, une compagnie énergétique allemande, en lui reprochant l'impact de ses activités sur le changement climatique. L'argumentation de Luia, c'était que RWE, étant donné sa responsabilité dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre, a une responsabilité sur la fonte du glacier au-dessus du lac Palacacocha, au Pérou, qui menace d'inonder la propriété de Luia. Il demandait donc au juge de considérer RWE comme un perturbateur de sa propriété et de condamner cette entreprise à couvrir ses dépenses pour protéger sa propriété de la fonte du glacier à proportion de la responsabilité de cette entreprise dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre. En mai 2025, donc encore une fois cette année, Louia a été débouté par le tribunal qui a jugé que le risque pour sa maison n'était pas assez élevé. Mais cette décision est considérée comme une victoire pour la justice climatique, dans le sens où le jugement précise, entre autres, que la grande distance qui sépare les centrales électriques de RWE du domicile de Louia n'est pas en soi un motif de rejet de la plainte. Le juge mentionne aussi le fait que les études d'attribution, qui évaluent le rôle du dérèglement climatique causé par les humains dans les événements climatiques extrêmes, sont des preuves parfaitement recevables. Donc cette affaire crée un précédent pour les contentieux climatiques. La justice climatique et la justice environnementale impliquent donc de prendre en compte les inégalités raciales aux côtés d'autres inégalités comme les inégalités économiques, sociales et de genre, et de demander des comptes aux pollueurs qui sont les pays et les entreprises les plus riches. Écoutez maintenant Malcolm Ferdinand. Pour moi, écologie de la libération, c'est rappeler que l'émancipation de différentes formes de domination patriarcale, coloniale, raciste, passe par un renouveau du rapport à la terre. Donc moi, c'est la dimension écologie, et non plus voir l'écologie comme une simple contrainte qu'il faut, voilà, avoir tant de biodiversité, tant de réduction de pollution, D'émissions de gaz à mais effet de au serre. contraire, que ça devient un vecteur de la libération, y compris pour les populations, les peuples colonisés, marginalisés, minorisés historiquement et de manière contemporaine. L'écologie de la libération dont Malcolm Ferdinand vient de parler, qu'on peut aussi appeler écologie décoloniale, c'est une approche critique qui relie la lutte pour la justice écologique aux luttes anticolonialistes. Elle est née dans les Caraïbes dans les années 2000 et s'est développée dans les luttes indigènes et les mouvements de libération en Amérique du Sud. Plus récemment, le livre du philosophe Malcolm Ferdinand, qui est aussi ingénieur en environnement, un livre intitulé Une écologie décoloniale, paru en 2019, a contribué à diffuser cette pensée dans le monde francophone. Dans ce livre, Malcolm Ferdinand propose une vision de l'écologie à partir des territoires colonisés qui ont connu une double exploitation, l'exploitation des humains et l'exploitation des ressources, en subissant par le passé l'esclavage impérialiste et encore aujourd'hui le néocolonialisme capitaliste. Il fait aussi un constat, l'absence criante de Noirs et de personnes racisées dans les mobilisations pour la défense de l'environnement, et le fait que les mouvements écologistes et les mouvements antiracistes s'expriment dans les rues et dans les universités, chacun de leur côté, mais sans se parler. Il appelle ça la double fracture coloniale et environnementale de la modernité. L'écologie décoloniale dénonce le rôle historique de l'exploitation coloniale dans la destruction des écosystèmes. Les sociétés européennes modernes se sont développées et enrichies grâce à la mise en esclavage, la dépossession et l'exploitation des corps et des terres, ce qu'il appelle un habité colonial.
Loin d'être une simple question technique, la crise écologique est profondément liée à un modèle économique capitaliste qui induit une surproduction qui va de pair avec la dépossession, la maltraitance et l'assimilation. L'écologie décoloniale refuse la vision paternaliste et néolibérale d'une transition écologique menée par les puissances économiques dites du Nord qui profitent d'une croissance verte basée sur la surexploitation de l'autre. L'écologie décoloniale dénonce la manière dont les grandes entreprises multinationales, soutenues par les gouvernements, pillent, accaparent et détruisent tout en rejetant les conséquences écologiques et climatiques sur les populations marginalisées, qu'il s'agisse des communautés autochtones, afrodescendantes ou travailleuses des pays pauvres. Cette approche engage donc une réflexion systémique sur les rapports de pouvoir globalisés qui maintiennent une grande partie de l'humanité dans la pauvreté et la vulnérabilité climatique et qui en même temps fabriquent l'absence des personnes racisées dans les milieux écologistes. Elle plaide pour une justice climatique globale fondée sur la reconnaissance des injustices historiques et la fin des dominations. Je dois aussi mentionner l'écoféminisme, qui est un courant de pensée qui fait le lien entre les luttes féministes et les luttes écologiques, en considérant que les violences subies par les femmes sont à l'image de celles subies par la nature, dans un fort contexte où les femmes, en tant que groupe social minorisé, souffrent davantage de la dégradation de l'environnement, puisque par exemple, le nombre de décès chez les femmes est 14 fois plus élevé que chez les hommes en cas de catastrophe climatique. Il y a plusieurs études qui montrent ça, mais je fais référence au rapport de Caritas Canada qui est en description. En résumé, la justice environnementale et la justice climatique ne sont réellement possibles qu'à travers une approche décoloniale de l'écologie, c'est-à-dire la prise en compte des rapports de domination historiques issus de la colonisation. L'écologie décoloniale demande de sortir d'une manière coloniale d'habiter la Terre. Les solutions qu'elle propose sont des changements systémiques et idéologiques, comme entre autres la décolonisation des sciences qui produisent les discours sur l'écologie ou la lutte pour la souveraineté alimentaire. Une approche décoloniale de l'écologie met en évidence d'autres types de connaissances du monde qui ont été dépréciées par les scientifiques occidentaux, d'autres modes de vie où l'humain établit un rapport différent avec la nature. Elle propose d'autres points d'émergence des discours écologistes, notamment les récits autochtones ancestraux et les différentes formes de spiritualité qui ont été écartées par la vision moderne liée à la colonisation. Écoutez cet extrait de l'intervention d'Emar Bissoka, juriste, politologue et professeur à l'Université de Mons en Belgique, lors de la table ronde d'Ethiopia en 2022. Et donc, au lieu d'aller dans ce discours de l'Afrique qui essaierait de faire comme l'Occident, je pense qu'on pourrait aller dans une autre forme de problématisation et de se dire comment, malgré toutes les difficultés, l'Afrique a quand même réussi jusqu'aujourd'hui à préserver ses forêts, comme au Congo par exemple. Ce n'est pas une question de mode de vie traditionnel, etc., mais il y a du savoir-faire, des connaissances, de la résilience, entre guillemets, et je pense que lorsque je parle vraiment de décoloniser la question de, disons, le discours sur la transition, c'est cela, c'est commencer à voir les choses différemment. J'aimerais partager avec vous un exemple de savoir traditionnel écologiste d'une communauté autochtone du nord de la Sibérie qui a été décrit par l'anthropologue John Zicker. Dans cette communauté, les pratiques de partage de la nourriture, d'éducation des enfants et d'utilisation des territoires de chasse sont centrées sur le souci de l'autre et la modération des actions d'intérêt personnel, qu'on appelle les comportements prosociaux en anthropologie. Ces comportements prosociaux reposent sur la confiance dans le fait que, si les gens traitent l'environnement de manière respectueuse, la nature leur fournira ce dont ils ont besoin pour subsister. Cette idée elle-même repose sur la croyance selon laquelle les vrais propriétaires des ressources naturelles sont les ancêtres, qui sont capables de punir ou récompenser les comportements des vivants. Cette vision du monde est encouragée par les anciens et par les chefs, qui louent les comportements vertueux et prosociaux d'une part, et associent d'autre part les actions négatives à de l'égoïsme. Et pour finir, je voulais aussi aborder la notion de souveraineté alimentaire. En 1996, durant le sommet mondial de l'alimentation organisé par la FAO,
Une coalition de mouvements de paysans du monde entier se fait connaître, la Via Campesina. Cette coalition, qui est née en 93, rassemble des millions de paysannes et de paysans, de petits et de moyens producteurs et de travailleurs agricoles. Ce mouvement met en avant le droit des peuples à définir leur politique agricole et alimentaire, sans dumping, sans dépendance, sans dictat du marché mondial. Lutter pour la souveraineté alimentaire, c'est lutter pour le droit des peuples à définir leur propre politique agricole et alimentaire pour s'attaquer à la crise mondiale du système agroalimentaire. La concentration des terres, l'industrialisation de l'agriculture et la dépendance aux produits chimiques, les engrais, les pesticides, entraînent une marginalisation des petits producteurs et productrices, ainsi qu'une dépendance aux multinationales qui contrôlent la production, la distribution et les semences. La conséquence de cette situation, c'est la dépossession des paysans et des paysannes de leurs moyens de production. Ils deviennent employés de grandes exploitations ou dépendants aux circuits industriels. On observe ainsi une expropriation des savoirs traditionnels, remplacés par des technologies brevetées, renforçant ainsi le pouvoir des grands groupes industriels agroalimentaires. L'industrie agroalimentaire est une manifestation du rapport colonial à la nature et au corps. La souveraineté alimentaire demande une remise en cause radicale de ce rapport et du mode de production capitaliste. Au niveau politique, ça implique de soutenir une agriculture paysanne et écologique, orientée vers les besoins locaux plutôt que vers l'exportation, mais aussi de soutenir une réforme du système agroalimentaire dans son ensemble, au niveau mondial, qui suppose une collectivisation des moyens de production et une planification démocratique des politiques agricoles. En résumé, et pour finir, sauver la planète, oui, mais pas au prix de répéter le colonialisme sous un autre nom. Et si on ne regarde pas ce qui se cache derrière les projets de compensation carbone, les grands parcs naturels, les barrages ou les plantations d'arbres, on risque de répéter les mêmes logiques coloniales qui détruisent déjà depuis des siècles. Si les écolos continuent à entretenir le racisme à l'intérieur des mouvements militants, qui créent l'absence des personnes racisées, eh ben les stratégies resteront des stratégies de blancs pour les blancs. Il faut quand même noter que dans son 6e rapport publié en 2022, le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est l'organe des Nations Unies chargé de l'évaluation de la recherche scientifique sur le changement climatique, cite pour la première fois je cite, les schémas historiques et persistants d'inégalité tels que le colonialisme. Fin de citation, comme facteur de vulnérabilité au changement climatique, tant pour les écosystèmes que pour les populations. Cette référence à ces schémas persistants est une reconnaissance qui était attendue depuis longtemps. Mais surtout, de nombreux collectifs locaux de défense des populations autochtones se battent pour imposer une autre vision de l'écologie. Je pense à Survival, je pense aux Amis de la Terre, au CATDM ou même à la STM, qui luttent tous les jours pour faire une écologie avec les peuples autochtones, avec les groupes minorisés. C'était Sandrine, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.